Alors, il est déjà 18 h, la soirée va être dense. Je vous propose de ne pas prendre plus de temps pour démarrer. Est-ce que la connexion fonctionne? Pour l'instant, c'est bon. Donc, en fait, il y a des petits soucis de connexion là sur Argelès ce soir. Sachez que la soirée est néanmoins enregistrée. Si elle n'est pas en direct, elle sera quand même diffusée demain sur les réseaux. L'enregistrement complet sera diffusé. Donc, bienvenue à cette première partie de réunion où nous avons donc le compte-rendu de l'audit au niveau de la situation financière au 31 décembre 2025 que nous avons demandé en début de mandat. Donc, je laisse la parole pour cette présentation à M. Thomas Neutz, qui est manager secteur public local de la société Rich Conseil, que je remercie de sa présence. Merci. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter les résultats, les principaux résultats de manière synthétique donc de cette analyse qui a été menée sur la situation financière de la commune et de ses 4 budgets. Alors je vais revenir en introduction sur un certain nombre de points, un certain nombre de notions qui sont quand même importantes pour pouvoir appréhender les propos qui seront tenus par la suite. Et puis ensuite, on ira donc sur les éléments de synthèse par rapport donc à la présentation de ces résultats. Ouais, je m'adapte au son. Alors, on y va. Alors, donc, la situation financière telle qu'on l'a analysée au 31 décembre 2025, donc globalement, c'est une analyse qu'on a menée sur les dernières semaines, sur le mois de juin, qui s'est fondée sur les comptes clos 2019-2025. Il était important pour nous de revenir jusque l'année 2019, considérant les particularités de l'exercice 2020 et même plus au-delà, 2020, 2021, voire 2022, au regard notamment de la crise sanitaire qui a évidemment perturbé de manière assez forte l'analyse financière de toute entité économique à cette période-là. Cette analyse, donc, elle porte sur les comptes clos 2019-2025 et donc sur les différents budgets de la commune. Les différents budgets de la commune, c'est quoi? Ça va être le budget principal et ce qu'on appelle les budgets annexes. Alors, il faut bien comprendre que la commune, dans la façon de rendre ces différents services publics, va retracer au sein d'un document unique qui s'appelle le budget principal l'ensemble des recettes et des dépenses afférentes à ces actions au titre de ces différentes activités et services, à l'exception de 3 services en particulier qu'on va regrouper et qui vont être individualisés dans des budgets dits annexes ou autonomes, j'y reviendrai juste après, et qui sont individualisés de manière distincte parce qu'ils relèvent en réalité de ce qu'on appelle des services publics industriels et commerciaux. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que leur nature, le caractère de l'activité, fait que la réglementation impose d'individualiser ces dépenses et des recettes au sein d'un autre document, donc qui s'appelle le budget annexe ou le budget autonome, et qui dispose non seulement d'une forme d'autonomie de gestion, mais aussi d'une forme d'autonomie de trésorerie. Donc on est vraiment sur l'analyse de 4 budgets, 4 ensembles qui vont retracer des recettes et des dépenses et qui vont constituer à eux 4 la situation financière de la commune. Cette analyse, elle est fondée sur l'analyse donc des comptes de gestion. Les comptes de gestion, c'est les comptes et les balances qui sont établis par le comptable public et qui sont votés chaque année en concordance avec les documents comptables qui sont, eux, établis par la ville, l'ordonnateur, et qui s'appellent comptes administratifs. Alors, l'année prochaine, on passera à une autre classification, mais jusqu'à présent, on est sur cette dualité entre des comptes de gestion établis par le comptable public, des comptes administratifs établis par la ville et qui sont votés chaque année en stricte concordance. Ici, notre base d'analyse, ce sont les comptes de gestion, pour la simple et bonne raison qu'au moment du démarrage de l'audit, on ne disposait pas des comptes administratifs 2025 qui ont été votés récemment. L'objectif de cette analyse, c'est donc de disposer d'une lecture claire et synthétique de la situation financière, de ses enjeux, et l'idée, c'est d'essayer de déterminer quelles sont les marges de manœuvre de la ville, c'est-à-dire au-delà de la photographie au 31 décembre 2025, comment on peut imaginer projeter, toute chose égale par ailleurs à ce stade, la situation financière donc de la ville et sa capacité d'action. Alors, je le disais, donc, on est sur 4 budgets, je l'ai évoqué, le budget principal et les 3 budgets annexes autonomes. Ce que je n'ai pas évoqué, c'est quels sont ces 3 budgets annexes autonomes. Je le rappelle ici,
Il s'agit de l'activité port, l'activité camping et l'activité mobilité, qui donc, comme je l'évoquais, font l'objet d'une individualisation des documents budgétaires. Ça, c'est pour le cadre global de l'analyse. C'est donc sur ces différents éléments qu'on a fondé donc la synthèse que je vais vous présenter juste après, et qui va par ailleurs s'articuler, faire appel à 4 notions clés que je vais prendre le temps ici d'expliquer parce qu'elles permettent de bien comprendre la situation financière dans chacune des situations. Alors, ces 4 notions clés, il y a 2 notions qui font appel à la question de l'épargne et puis ensuite 2 autres notions que je détaillerai juste après. Je vais d'abord parler de l'épargne de gestion et je vais beaucoup en parler de l'épargne de gestion. L'épargne de gestion, c'est globalement la marge courante. C'est la différence entre les recettes courantes et les dépenses courantes de la ville. C'est ce qui reste, une fois que l'année est terminée, pour pouvoir à la fois rembourser l'annuité de la dette, c'est-à-dire rembourser la dette acquise, mais aussi constituer une marge, on va dire, complémentaire pour pouvoir accompagner l'autofinancement de l'investissement futur. Il faut un petit peu l'appréhender comme étant la différence chaque mois, alors là en l'occurrence c'est à l'échelle d'une année, l'analyse d'un budget, mais pour un particulier, chaque mois comme étant la différence entre son salaire, son loyer, ses courses et l'abonnement téléphonique. Je caricature, mais c'est un petit peu ça l'épargne de gestion, c'est vraiment la marge courante de fonctionnement. Une fois qu'à ce total, vous rajoutez l'emprunt de la maison, et bien vous obtenez l'épargne nette, c'est-à-dire véritablement ce qui reste de vos recettes propres, et qui constitue votre épargne que vous avez la capacité soit de mettre de côté, soit d'investir, soit de venir mettre dans le financement de votre investissement futur, l'achat d'une voiture, l'achat d'une autre maison, peu importe. Ces 2 notions d'épargne, elles sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre de caractériser la situation financière, mais aussi ses tendances d'évolution sur le fonctionnement courant, qui constitue donc des dépenses et des recettes qui reviennent régulièrement, comme leur nom l'indique, et donc qui doivent maintenir un certain niveau pour pouvoir faire face chaque année à la fois au remboursement de l'annuité de la dette, mais aussi à l'investissement nouveau. Et ce à quoi on va faire attention, alors c'est écrit en tout petit ici, c'est l'enjeu majeur que représente l'effet ciseau, c'est-à-dire la propension naturelle qu'ont, sauf évidemment actes de gestion et décisions et arbitrage particuliers, mais la propension naturelle qu'ont les charges à être relativement plus dynamiques que les recettes. Quand on a un certain nombre de charges, quand on a un certain nombre d'achats à faire dans l'année, elles vont subir l'effet de l'inflation, elles vont subir la revalorisation des prix qui vont être imposés par les prestataires. Le personnel va chaque année se voir un petit peu revalorisé. Et tous ces éléments-là participent d'une dynamique de charge naturelle qui est, de manière relativement classique, plus rapide que les recettes. Toute la question et tout l'enjeu est de savoir, évidemment, quelle est l'ampleur de cet effet ciseau et à quel point il vient nous contraindre en dynamique. Et donc c'est ça qu'on va aller voir dans notre analyse par la suite. Donc l'épargne, c'est vraiment les notions qui sont les plus importantes. C'est la mesure des marges de manœuvre, à la fois dans la photographie à l'instant T et à la fois en projection. Et puis il y a 2 autres notions aussi qu'on va pouvoir expliciter dans notre analyse. La dette et la capacité de désendettement, c'est un enjeu de la mesure de la soutenabilité de la dette. La dette, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir évidemment rembourser chaque année, mais c'est quelque chose qui pèse de la même façon sur le budget en termes de stock de dette à rembourser. Et ce que l'indicateur de capacité de désendettement va venir mesurer, c'est la mesure théorique du temps qu'il faudrait pour rembourser la dette si la commune ici y consacrait l'intégralité de ses marges de manœuvre. Et on considère globalement, c'est un ratio empirique, mais aux alentours de 10 ans, on commence à être dans une situation de dette structurellement trop élevée, ou en tout cas de dette qui obère durablement les marges de manœuvre, c'est-à-dire qui durablement va peser donc sur nos fameuses épargnes. Et puis enfin, le dernier élément, c'est le résultat de clôture. Qu'est-ce que le résultat de clôture? C'est tout simplement la somme de tous les excédents et de tous les déficits depuis le début de l'activité. Je commence mon année 1, je fais 10 € d'excédent. Mon année 2, j'ai 20 € d'excédent. J'ai donc 30 € d'excédent en cumulé. C'est ça que représente le résultat de clôture. Et ça représente donc quelque part une sorte de matelas qui va venir pondérer un petit peu les analyses qu'on va pouvoir faire sur les indicateurs qu'on a vus juste précédemment. Mais vous l'aurez compris, l'élément le plus important, c'est bien cet élément d'épargne, parce qu'il va venir conditionner à la fois la marge de manœuvre dans le futur, mais aussi la façon dont va se mesurer la soutenabilité de la dette. Alors, une fois qu'on a
fait ces rappels sur ces notions qui nous paraissent extrêmement importantes parce que c'est ces notions-là qu'on va venir mobiliser dans l'analyse, on s'aperçoit à l'issue de l'exercice 2025 qu'on a une situation d'ensemble qui est contrastée. Si on regarde déjà avant même de faire le différentiel entre chacun des budgets, si on consolide l'ensemble des 4 budgets de la commune, on s'aperçoit qu'entre 2019 et 2025, les recettes réelles de fonctionnement, c'est-à-dire encore une fois les recettes courantes, ont augmenté de près de 11 millions d'euros, c'est-à-dire 39% sur la période, là où les dépenses réelles de fonctionnement ont également augmenté de 11 millions d'euros, mais vous le voyez, de 48%. Qu'est-ce que ça va dire? Ça traduit tout simplement qu'en tendance, même si les recettes et les dépenses ont évolué à peu près à la même hauteur sur l'ensemble de la période, la marge s'est réduite. On partait d'une situation plus basse sur les dépenses, et donc c'est ce qui vient expliquer ici le fait que le pourcentage n'est pas tout à fait le même, et donc que petit à petit cette marge se réduit, et ce qu'on va venir expliciter juste après. Dans le même temps, la dette, elle, sur la période 2019-2025, a augmenté de 20 millions d'euros, ce qui représente une hausse de près de 100%, 96%. C'est-à-dire que sur la période, la dette consolidée à l'échelle de l'ensemble des budgets a quasiment doublé. Donc on a ces indicateurs ici qui nous indiquent une dynamique de charge quand même relativement importante, 48%, ce qui représente à peu près du plus 6, plus 7% par an sur la période en moyenne. On a une dynamique de dette qui est également importante, elle double quasiment sur la période, mais on a ici des indicateurs qui ne vont pas se décliner évidemment de la même façon sur chacun des 4 budgets, et c'est ce qu'on va voir juste après. Elle va se décliner, cette trajectoire, de façon différenciée dans chacun des 4 budgets de la commune. Et je rappelle que ces 4 budgets, alors le budget principal par définition, mais les budgets autonomes de la même façon, au regard de leur autonomie de gestion et de trésorerie, sont en principe financés par leurs ressources propres et donc constituent en principe donc des entités qu'on peut analyser de manière individuelle, bien qu'il y ait des liens, et on le verra, c'est l'un des éléments importants du sujet, bien qu'il y ait des liens évidemment entre le budget principal, le budget de la ville, qui vient tenir un certain nombre de charges de structure, et ces budgets autonomes qui profitent d'une certaine manière de ces charges de structure. Et donc, il y a la marge nette des recettes une fois qu'on a payé toutes nos dépenses courantes et qu'on a remboursé la nuitée de notre dette. On a une épargne nette de l'ordre de 2 716 000 euros, mais qui vient cacher, on le voit ici, des disparités entre un budget principal et un budget camping qui dispose d'une marge nette positive, et un budget port et un budget mobilité qui, sur l'année 2025, n'ont pas dégagé suffisamment de ressources pour pouvoir couvrir, avec les ressources de l'année, leurs charges de l'année et le remboursement de la dette de l'année. Et ça va s'articuler de manière assez naturelle avec la situation qu'on peut observer sur l'encours de dette et sur la capacité de désendettement. Ces 2 budgets sont de la même façon concernés par une situation d'encours de dette relativement élevée par rapport à leur capacité. Je prends l'exemple du budget annexe mobilité. On a un encours de dette de 6 millions d'euros pour un budget qui a des dépenses réelles de fonctionnement de 1 800 000 euros. Donc on voit que la dette représente quasiment 3 fois la taille du budget. Et derrière, donc, un poids de la dette trop important par rapport aux marges de manœuvre qui conduit à cette question d'épargne nette négative. On le détaillera juste après. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'annuité de la dette n'a pas été remboursée sur l'année 2025, simplement pour pouvoir payer cette dette, puisque les ressources dégagées, les recettes dégagées dans l'année n'ont pas suffi. Les budgets ont clôturé sur des résultats de clôture en léger recul, c'est-à-dire globalement qu'on a fait appel aux excédents cumulés des années précédentes pour pouvoir couvrir ce différentiel. Donc on a bien des situations qu'on voit ici de manière visuelle assez contrastées, entre déjà 2 budgets autonomes aux situations assez contraintes, on va le détailler juste après, un budget autonome camping qui apparaît un petit peu plus en vert, avec une situation un peu plus confortable, et notamment une dette qui apparaît très faible par rapport à la taille du budget, et un budget principal sur lequel la situation est plus complexe et nécessite de pouvoir être appréhendée de manière plus fine. Et donc ce qu'on va voir juste après, puisque là on est bien sur la photographie des indicateurs financiers au 31 décembre 2025. Ce qui va être intéressant désormais, c'est de voir comment sur les années précédentes on est arrivé à cette situation financière et comment cette situation financière est susceptible de se projeter sur les années qui suivent. Alors, sur le budget général, en synthèse, et on va commencer par lui, on a des marges d'action qui apparaissent en voie de contraction sur la période qui est ici étudiée entre 2019 et 2025. Ce qu'il faut retenir, et plus particulièrement depuis l'année 2021, considérant qu'entre 2019, 2020 et
dans une moindre mesure 2021, la crise sanitaire ne permet pas de pouvoir tracer des dynamiques très pertinentes. Depuis 2021, on a une trajectoire de charges qui est dynamique et marquée, puisque ces charges augmentent de 6 millions d'euros entre 2021 et 2025, ce qui représente une hausse de 30% au total, ce qui représente par ailleurs une part assez significative de l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement qu'on voyait précédemment à l'échelle de l'ensemble des budgets de la commune, avec en parallèle, de la même façon, une forte hausse de l'encours de dette de plus de 12 millions d'euros, soit plus 87% entre 2021 et 2025. Donc là aussi, sur une période qui correspond finalement à la sortie de crise sanitaire jusqu'à la fin du précédent mandat, on fait face à la fois à une trajectoire de dépenses très dynamique et à une situation de dette qui augmente de 87%, qui ne double pas tout à fait, mais qui n'en est pas loin sur les 4 années qui sont ici étudiées, dans un contexte d'investissement toutefois soutenu, il faut le noter, c'est-à-dire que cette période a vu en même temps un effort d'investissement moyen de l'ordre de 9 millions d'euros par an sur ce budget, c'est-à-dire que globalement, cette augmentation de dette vient aussi s'expliquer dans un contexte où l'investissement représente environ 9 millions d'euros par an sur la période, ce qui correspond d'ailleurs à peu de choses près en proportion des recettes à la moyenne des communes de 10 000 à 20 000 habitants. Alors c'est toujours un petit peu compliqué de pouvoir comparer la commune d'Argelès à la moyenne de sa strate, c'est-à-dire la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants, au regard de sa situation particulière, des services publics déployés et finalement de sa position un peu singulière et des services un peu singuliers qu'elle déploie. Donc plutôt que de comparer les chiffres en valeur absolue, on les a comparés en proportion de la taille du budget, puisqu'on s'aperçoit que la commune d'Argelès a un budget qui est sans commune mesure en termes de taille par rapport à d'autres communes de 10 000 habitants. Mais si on compare l'investissement moyen par rapport justement à la taille du budget des communes de 10 000 habitants, on s'aperçoit que ces 9 millions d'euros par an représentent un effort d'investissement qui, en proportion du budget, est assez comparable aux communes de 10 000 habitants. Donc on est à peu près dans la moyenne à ce niveau-là, bien que ça représente bien entendu un effort d'investissement soutenu et qui vient derrière expliquer cette hausse de l'encours de dette. Alors dans ce cadre-là, puisque les charges d'exploitation sont dynamiques et puisque la dette augmente et donc vient générer de l'annuité, on peut s'attendre évidemment à voir une épargne, des marges de manœuvre qui sont plutôt en diminution sur cette période, sauf à imaginer une trajectoire de recettes elle-même très dynamique. Et on s'aperçoit, et c'est l'objet du graphique en haut à droite, que l'épargne de gestion est plutôt en hausse sur la période 2022, ici 2025, de l'ordre de 10% par an en moyenne sur la période, et donc de manière un peu contre-intuitive par rapport à ce qu'on peut ici évoquer. Alors en fait, ça vient s'expliquer par un certain nombre de mesures, notamment d'effets ponctuels de périmètre ou de mesures qui viennent soutenir la trajectoire de recettes et qui viennent permettre à cette trajectoire de recettes de soutenir cette trajectoire de charge dynamique et donc de pouvoir faire face au niveau de l'épargne de gestion. Et c'est ce qu'on explique ici, cette trajectoire-là, avec ces charges dynamiques, elle vient notamment se trouver financée par l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires. Pour être précis, la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui a eu lieu en 2024 et qu'on retrouve sur le graphique, c'est le bloc vert qui vient se surajouter donc sur la trajectoire d'épargne. On va aussi avoir un certain nombre d'éléments un peu plus ponctuels liés aux hausses des refacturations, justement, dont je parlais tout à l'heure, entre le budget général et les budgets annexes. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, en 2025, le budget général appelle plus de ressources auprès de ces budgets autonomes, ce qui vient là aussi entretenir une dynamique de recettes un petit peu plus forte ponctuellement en 2025. Et puis, il faut aussi noter, en 2025, de la même façon, une maîtrise ponctuelle des charges d'achat et de prestations. C'est le chapitre 011 comptablement, mais des charges d'achat, de fourniture, qui vont être en léger recul par rapport en 2024. Et tous ces éléments-là font que globalement, on va entretenir une dynamique d'épargne qui apparaît sur la période 2022-2025 comme étant positive et même relativement dynamique à plus de 10% par an. Ce qu'on propose ici, c'est plutôt de considérer que ces différents éléments relèvent d'éléments soit ponctuels, soit d'effets de périmètre. Et donc, quand on retire ces éléments ponctuels ou ces effets de périmètre, je prends l'exemple de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, dont on voit bien en 2024, c'est le carré vert, qu'elle permet d'apporter une hausse sur l'épargne de gestion qui va se répercuter en 2025, mais de la même façon, voire d'ailleurs en léger recul, et pas de façon dynamique. Quand on retraite donc ces effets de périmètre,
on s'aperçoit, et c'est le bloc bleu foncé ici sur le graphique, que ce qui constitue l'évolution courante de la commune, le cœur de la commune sur son budget principal, au-delà de ces mouvements ponctuels, va plutôt indiquer une épargne de gestion qui apparaît en diminution sur la période, de l'ordre de 6% par an. Et donc ces effets ponctuels viennent masquer finalement une forme d'effet ciseau un peu latent, et donc qui peut mettre en risque la projection, et c'est ce qu'on va voir juste après, la projection des équilibres financiers du budget principal sur la période qui suit. Et donc, ce qu'on évoque ici, c'est que finalement, on a une santé financière qui apparaît convenable à fin 2025. C'est ce qu'on indique ici sur les différents indicateurs. On a une épargne de gestion plutôt moyenne, on a une plutôt bonne épargne nette à 8% des recettes de gestion. On a une dette qui représente 85% de l'ensemble des recettes à 27 millions d'euros avec une capacité de désendettement de 6 ans. Ça veut dire que cette dette commence déjà à avoir été mobilisée, mais n'est pas tout à fait au plafond de 10 ans que j'indiquais tout à l'heure. Et on a par ailleurs un résultat de clôture de 6,9 millions d'euros qui peut venir mitiger cette situation et venir par ailleurs participer à un remboursement ponctuel de la dette. Donc on a une santé financière qui apparaît convenable, mais qui apparaît convenable parce qu'elle est finalement alimentée par un certain nombre d'effets ponctuels, de mesures de périmètre que j'ai ici explicitées et qu'on ne va pas tout à fait retrouver en projection. En projection, dès 2026, la contraction des marges révèle l'effet ciseau structurel de ce budget qu'on évoque ici dans les blocs plus bleu foncé sur le graphique, et donc qui conduisent à une réduction de la marge dégagée et donc de la capacité d'investissement. Puisque la dette est élevée au point de départ, la moindre réduction de la marge dégagée va conduire à la faire apparaître comme étant plus élevée alors même qu'elle n'aurait pas augmenté. Je rappelle que la capacité de désendettement, c'est quel est le temps qu'on mettrait pour rembourser la dette si on y consacrait toutes nos marges de manœuvre. Si nos marges de manœuvre reculent, évidemment, la capacité de désendettement dans ce cadre-là se dégrade. Et finalement, en termes de projection, quand on, toute chose égale par ailleurs, on pousse et on tire les lignes de ces différentes tendances d'évolution et qu'on poursuit ces tendances d'évolution sur le mandat, ça nous donne une capacité d'investissement projetée qui s'avère limitée sur la période 2026-2032 à 15 millions d'euros au total sur la période, soit 2,2 millions d'euros par an, donc ce qui est évidemment une capacité d'investissement qui est moindre, encore une fois, toute chose égale par ailleurs et sans autre forme de levier ou d'arbitrage à ce stade, par rapport à ce qui avait pu être fait sur la précédente période. Donc pour le budget général, on a vraiment une situation sur les dernières années qui apparaît positive, qui a été alimentée par des effets de périmètre. Et une fois que ces effets de périmètre ont fini de produire leurs effets ou s'intègrent dans le fonctionnement courant de la commune, on s'aperçoit qu'on a un effet ciseau structurel qui assez rapidement vient diminuer les marges de manœuvre et la capacité d'action de la commune en tendance. Si on continue ensuite sur les budgets autonomes et de manière plus synthétique sur chacun des 3 budgets autonomes qu'on va voir petit à petit, on s'aperçoit qu'on a des points de départ qui sont différents pour chacun de ces budgets, mais en particulier qu'on va retrouver des situations très dégradées sur le port et sur le budget mobilité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure lors de la photographie au 31 décembre 2025, avec des situations un petit peu différentes. Sur le budget port, on a un budget qui est marqué par un effet ciseau qui est très significatif, c'est-à-dire que quand je reprends cette fameuse marge de gestion, la fameuse marge, ce qui me reste une fois que j'ai déduit de mon salaire, mon loyer, mes courses et mon abonnement de téléphone, on a un effet ciseau donc, qui conduit à une réduction de cette marge-là de près de 40% depuis 2019, ce qui est évidemment un rythme de dégradation assez important et qui va s'expliquer tout simplement par le fait que on a des charges qui se sont retrouvées plus dynamiques sur la période et de manière assez significative par rapport aux recettes de l'activité qui sont celles de l'activité portuaire. Alors, on a aussi un budget, mais qui, comme le budget général et comme les autres budgets autonomes, a été marqué, et comme toute autre entité publique ou privée sur cette période, au-delà de la question de la crise sanitaire, par les effets de l'épisode inflationniste 2022, 2023, 2024, qui ont conduit à de fortes hausses de charges, parfois non maîtrisées et soudaines, et d'ailleurs inattendues, notamment sur les charges de fluide, et qui ont évidemment contribué à cet effet ciseau très significatif, mais qui conduisent en 2025 à disposer d'une marge courante donc de 300 000 euros, dans un contexte où la dette sur le budget du port se traduit sur l'année 2025 par une annuité, c'est-à-dire un remboursement de 521 000 euros. Cette dette qui a été transférée du budget principal au budget annexe, et ce qui contribue également à expliquer un certain nombre de résultats sur le budget principal, puisqu'il y a des transferts de dette
qui se sont opérés vers les budgets autonomes. Cette dette-là, qui se traduit donc par un remboursement de 520 000 euros sur le compte administratif 2025, on voit bien qu'elle est en surplus, en tout cas en termes de remboursement, par rapport à la marge de gestion de 320 000 euros. Et c'est ça qui conduit à l'épargne de gestion déficitaire qu'on voyait en préambule. C'est ça qui conduit donc à une situation qui est durablement contrainte pour le port, puisque le port ne dégage pas structurellement de marge de manœuvre suffisante pour faire face à la fois à ses charges courantes et à la fois à cette nouvelle annuité qui prend ses effets pour la première fois en 2025. Et si on voulait retrouver une situation de dette à minima soutenable pour le budget du port de manière immédiate, il faudrait dégager 840 000 euros de marge de manœuvre complémentaire, ce qui représente un triplement, voire plus d'un triplement de l'épargne de gestion, pour retrouver une capacité de désendettement de 10 ans, 10 ans étant le plafond empirique qu'on a fixé ici dans nos analyses. Donc on voit bien qu'on a ici un besoin de dégager des marges de manœuvre de manière assez significative parce qu'on se retrouve avec une marge courante, encore une fois parce que les charges évoluent plus vite que les recettes, qui ne permet pas de prendre en charge complètement le remboursement de l'annuité de la dette. Et évidemment, l'effet ciseau poursuivant ses effets en projection, cette situation ne fait que s'intensifier. Sur le budget mobilité, on va avoir d'autres éléments, mais qui vont arriver à peu près à une conclusion relativement similaire. Ce sont les deux budgets qui concentrent les difficultés financières les plus immédiates. Sur le budget mobilité, il faut bien pouvoir tenir compte dans l'analyse de la jeunesse du service. On est sur un budget qui a été ouvert en 2022, donc on a relativement peu de recul déjà dans l'absolu, et on a d'autant moins de recul que des modes de gestion successifs se sont succédés au regard de l'évolution du service sur la période 2022-2025. Donc on n'a pas vraiment de recul sur ce qui constitue un équilibre économique type dans un mode de gestion stabilisé, la première année un peu stable étant l'année 2025, qui affiche donc, on le verra, une épargne elle-même négative, et d'ailleurs on l'a vu dans la photographie tout à l'heure, avec une subvention du budget général de 250 000 euros. C'est-à-dire avec une aide du budget général qui a permis d'améliorer un petit peu donc, la situation financière sur ce budget mobilité. Ce qui est sûr, en tout cas, au-delà de la question de cet équilibre structurel qui est un petit peu difficile à appréhender pour les raisons que j'ai évoquées, c'est qu'on a une dette sur ce budget mobilité qui s'élève à près de 6 millions d'euros, on le voyait sur la photographie tout à l'heure, dont un transfert du budget général de la même façon de 1,3 million d'euros en 2024, mais qui apparaît de la même façon non soutenable à fin 2025. J'avais pris cet exemple tout à l'heure. On a 6 millions d'euros d'encours de dette pour un budget qui représente à peu près 1,8 million de dépenses de fonctionnement. Donc on s'aperçoit bien que la dette représente une taille relativement importante par rapport au budget. Et cette dette vient se traduire par une annuité à rembourser de 554 000 euros, qui là aussi est au-delà des capacités dégagées par le budget mobilité, en tout cas dans ce qu'on peut en voir sur le compte administratif 2025. Et il faudrait dégager de la même façon 556 000 euros de marge supplémentaire si on voulait pouvoir rétablir une soutenabilité minimale de la dette sur ce budget. Encore une fois, ces projections sont établies, toutes choses égales par ailleurs, à mode de gestion et à équilibre économique constant, c'est-à-dire que je ne fais pas ici de suppositions sur les arbitrages qui seraient susceptibles d'être pris dans le futur. On est bien ici sur une projection des équilibres tels qu'ils apparaissent à l'issue de l'exercice 2025. La prévision 2026 sur le budget mobilité indique une forte, et le budget primitif a été construit de cette façon-là, indique un fort rétablissement des équilibres financiers, mais même dans le cadre de ce rétablissement, l'annuité de la dette resterait insuffisamment couverte pour dégager de la marge et permettre de rétablir la situation financière. Et puis enfin, on a le budget camping. Alors le budget camping a une situation un peu plus favorable, avec une activité qui a été marquée sur la période d'études 2019-2025 par la crise sanitaire et ses incidences. Donc un début de période un peu compliqué, mais un rebond notable à compter de 2022-2023 et des équilibres qui globalement, si on s'intéresse donc à ces notions d'épargne notamment, apparaissent plus robustes, avec des recettes qui permettent de couvrir l'évolution des dépenses, donc qui permettent de faire face à cet effet ciseau, en tout cas sur l'activité camping, et qui permettent d'autofinancer de manière structurelle et de manière relativement viable un investissement courant de l'ordre de 158 000 euros, tout en ayant très peu de dettes. Donc, contrairement aux deux autres budgets, la port et mobilité, qui ont pu être analysés,
On a un budget camping qui apparaît avec des indicateurs relativement ouverts au 31/12/2025, peu de dettes, une marge relativement stable, une marge qui permet d'autofinancer un investissement courant de 158 000 euros. Toute la question en projection, et c'est le seul bémol, c'est la raison pour laquelle on le met en jaune à ce stade, c'est de savoir si cette capacité d'investissement telle qu'elle est projetée correspond réellement aux besoins d'investissement sur l'activité camping, aux projets qui seront susceptibles d'y être développés. Et donc évidemment, si ça ne correspond pas à un investissement futur qu'il serait nécessaire de pouvoir déployer, on serait amené à revoir, en tout cas en dynamique, ce tableau, mais qui, pour ce qui concerne la photographie au 31 décembre 2025, apparaît relativement favorable, en tout cas plus favorable que sur les autres activités. Donc on a vraiment des typologies ici finalement de situations et d'activités qui vont être différentes entre les 4 budgets, chacun pour des raisons un petit peu différentes, et donc chacun pour des raisons un petit peu différentes, mais qui malgré tout en projection démontre une forme de contraction de la situation financière d'ensemble et qui va finir par imposer des arbitrages. Et c'est la conclusion ici de notre présentation. La situation qui est décrite à fin 2025 et les perspectives de projection indiquent que la capacité d'action est finalement limitée si on va au-delà de la photographie. Parce que la capacité va se réduire relativement rapidement, c'est la question du budget général et du budget ville, avec cet effet ciseau qui va s'exprimer et qui s'exprime d'ailleurs dès les prévisions 2026, avec une capacité inexistante à date en l'absence de toute autre mesure et de dégagement de marge de manœuvre complémentaire, c'est ce qu'on évoquait pour le budget port ou pour le budget mobilité, ou avec une capacité d'action qui existe, qui est réelle sur le budget camping et qui est à mettre en regard d'une évaluation qui reste à déterminer des besoins du service. Donc, à court terme, sur les budgets port et mobilité, on l'a vu, la question, c'est celui du niveau de la dette et de l'annuité à rembourser, parce qu'on a des épargnes, une marge de manœuvre dégagée qui ne permettent pas de couvrir ces annuités, qui impose de pouvoir identifier des leviers qui permettent de dégager rapidement ces marges de manœuvre. Alors, ces leviers peuvent prendre la forme de tout un tas d'arbitrages différents, et ça fera partie des éléments sur lesquels la ville sera amenée à se pencher en projection, et qui pourraient passer, le cas échéant, par la question d'un soutien accru du budget général, qu'il s'agisse des flux de refacturation dont je parlais tout à l'heure et qui constituent des ressources aujourd'hui pour le budget général, ou qu'il s'agisse d'une subvention apportée par le budget général à ces budgets autonomes dans une perspective de pouvoir accompagner ces budgets autonomes dans la reconstitution de leur marge de manœuvre. Mais on comprend bien que dans un cas comme dans l'autre, cela va venir à l'inverse, peser, alourdir les capacités du budget général, soit en termes de diminution de recettes, les budgets autonomes seront moins en capacité de payer les frais qui leur sont refacturés, ou alors en termes de dépenses nouvelles, s'il s'agit par exemple d'une subvention pour venir soutenir ou continuer à soutenir certaines activités. Et tout ça dans un contexte où le budget général voit lui-même sur sa propre trajectoire les conséquences de ce fameux effet ciseau avec un repli de ses capacités. Et donc, ça nécessite de manière globale et à l'échelle des 4 budgets, de pouvoir faire un travail d'ensemble sur l'amélioration des marges de manœuvre structurelles, qu'il s'agisse d'une hausse des recettes, qu'il s'agisse d'une baisse des dépenses, donc qui devra être réalisée. Je ne parle pas à ce stade d'investissement et de projection de l'investissement et de la programmation d'investissement. Je parle véritablement là à ce stade de pouvoir maintenir ou rétablir dans certains cas les marges de manœuvre. Ça va donc passer par une hausse des recettes en fonctionnement ou une baisse des dépenses en fonctionnement ou les deux, pour permettre toute planification d'investissement structurant sur le mandat. Et donc, c'est ce que met en exergue l'analyse, c'est le besoin de faire évoluer cette trajectoire actuelle et des arbitrages qui seront à mettre en œuvre pour identifier ces solutions dès le début du mandat. Voilà donc pour cette présentation des principaux résultats en synthèse. Merci beaucoup. On avait prévu 3/4 d'heure d'échange. Il reste un peu de temps. Nous ne sommes pas en format conseil municipal, donc des questions sont possibles à poser à l'auditeur. Des questions du public aussi sont possibles.
serait pas dans un tendu. Et donc, il n'y aurait pas cette surtaxe. C'est ma première remarque de fond. Aujourd'hui, il y a un élément qui entre en ligne de compte, cette surtaxe, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mais cette surtaxe, comme vous l'avez expliqué, a permis d'équilibrer, de remonter. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, vous avez fait une belle comparaison avec la famille, avec le budget de la famille. Dans le budget de la famille, vous avez bien expliqué, vous avez des dépenses et vous avez des recettes. Et dans les dépenses générales, et puis une famille, elle a acheté sa maison, elle a un emprunt à rembourser. Et vous avez bien illustré la problématique de bien comprendre les budgets. Et là aussi, je me pose des questions. Vous allez, dans la demi-heure, voter le compte administratif, vous allez voter le budget primitif, et dans ces dépenses courantes, qui correspondent aux charges générales, chapitre 11, je vous invite à regarder les chiffres que vous allez voter. Et moi, je vais vous en donner quelques-uns qui m'interpellent. Vous savez, on entend aujourd'hui le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État. Un chiffre. Frais de réception que vous allez voter, que vous allez budgéter, frais de réception autour de 140 000 € pour une ville de 10 000 habitants. Deuxième chiffre. Deuxième chiffre que je vous invite, c'est fêtes et cérémonies. Je pense que le chiffre que vous allez voir, il va être de l'ordre de 1 400 €. Pour une ville comme Argelès, fêtes et cérémonies, il y a quand même un souci. Chapitre 11, prestations de services, ça va être intéressant de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière prestations de services. Ce qui veut donc dire, dans l'analyse, ma première question, est-ce que le train de vie de la ville d'Argelès est trop élevé? Deuxième point, vous avez présenté les deux budgets annexes, le budget du port et le budget de mobilité. Est-ce que dans votre calcul et dans les recettes de la collectivité, vous prenez en compte les locations immobilières du budget du port qui étaient de 400 000 €, donc en fait 400 000 € de dépenses sur le budget du port qui est transféré en recettes sur le budget principal? Là aussi, est-ce que c'est rentré en ligne de compte? De même, sur le budget du camping, vous avez une location immobilière. Donc, en fait, implicitement, il y a des dépenses sur les budgets annexes qui alimentent en recettes le budget principal. Donc là, sur le budget du port, 400 000, on ne sait pas comment est fixé. J'aimerais bien savoir comment est fixé ce montant de location immobilière. Et enfin, Argelès est une ville touristique. C'est une ville touristique, avec beaucoup de touristes. Il y a un chiffre, forcément, qui passe complètement inaperçu et que vous ne voyez pas parce qu'il n'est pas affecté à votre budget, il est entièrement reversé, c'est les 2 millions €, un peu plus de 2 millions € de la taxe de séjour. Et donc ma question, cette taxe de séjour, qui, on pourrait penser, du fait du tourisme, produit des charges supplémentaires, les emplois. Il faut bien nettoyer les papiers, les machins, les ramasser. On n'est plus de touristes. Combien de centimes d'euros sur cette taxe de séjour est consacré aux frais supplémentaires de cette ville touristique? Je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bernard Olivier. Je vais répondre en partie, et si monsieur Notz veut compléter. Donc, ce que vous faites remonter, forcément, ça a été des constats pour nous tous. La majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires, quand elle a été votée, et ça avait été enregistré à l'époque, était fléchée pour accompagner la rénovation des résidences vétustes, justement pour accompagner aussi le logement. Force est de constater que ce budget n'est pas alloué à cette destination et en tout état de cause ne peut pas l'être dans l'immédiat. Ça, c'est une certitude, c'est une recette d'opportunité qui aujourd'hui est difficilement ajustable à une autre destination que d'être nourri dans le budget général. Ensuite, vous avez évoqué le port, le budget du port, les locations immobilières. Alors, tous ces chiffres ont bien été pris par l'auditeur, effectivement, puisqu'il a pris les chiffres qui ont été fournis par les services. C'est une vraie question, effectivement, qui doit payer quoi
tant qu'un locataire et un propriétaire. Et c'est justement là-dessus que nous devons travailler parce que ce que vous avez aussi évoqué, la première recette, c'est la dépense que l'on ne fait pas. Donc il y a énormément de lignes budgétaires sur lesquelles nous allons devoir petit à petit revenir. Le budget supplémentaire qui va être présenté ce soir, puisque le budget primitif a déjà été voté, aujourd'hui on est au budget supplémentaire, intégrera, et ce sera développé par Claudine juste après tout à l'heure, intégrera des investissements sur lesquels on peut déjà nous acter qui ne seront pas soutenables en tant que tels. On n'a pas encore assez de recul pour jouer plus finement ligne par ligne. C'est un travail qu'on continue à faire avec les services et on aura encore septembre, octobre pour réajuster avec des décisions modificatives budgétaires. Et vous parlez enfin de la taxe de séjour. La taxe de séjour est législativement plafonnée, donc elle ne peut pas à aujourd'hui augmenter par notre seule volonté. Donc c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'il faut, je dirais, faire un travail. Cette taxe de séjour, effectivement, est perçue par la commune et reversée à 100% à l'Office de tourisme qui finance son propre budget, puisque c'est un EPIC, un établissement public industriel et commercial, qui finance les salaires du personnel d'Office de tourisme, qui finance les actions de promotion, et une grosse partie, presque 40%, est reversée en subvention à la commune pour partie. Peut-être sur la question effectivement du port et des loyers, c'est ce qu'on évoquait ici en synthèse, partie des arbitrages effectivement qui devront être faits et qui devront être approfondis désormais. Alors il est 43, peut-être une dernière question rapide. Oui. Je vous remercie pour ces informations financières et je voudrais rester sur le terme financier. Vous avez évoqué en début de prise de parole une dette globale de 40 millions à peu près au niveau de la commune. Détail de... Moi, je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il y a des traces de leasing. Alors, je n'ai pas cette information. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu effectivement des investissements conséquents sur le budget mobilité en parallèle, et donc notamment des achats. Mais je vous confirme que dans la dette, s'il y a du leasing, dans la dette, il n'y a pas la partie leasing. Puisqu'on parle du transport, à un moment donné, vous avez dit que le budget général avait reversé 250 000 € dans le budget mobilité. C'est exact. Il faut penser aussi que les recettes des parkings qui s'élèvent à 900 000 € sont reversées également au niveau de la mobilité, sans l'oubli. Parce que quand il nous a été présenté de faire payer les parkings, c'était pour entrer dans le budget général pour le bien-être des Argelésiens. Et vu le déficit qu'il y avait dans le budget transport, ça a été reversé dans le budget transport. Oui, je confirme cette information. On va respecter pour le moment les délais. Je vous remercie, Monsieur Neuf. Merci à vous. Il y a encore une question? Pardon. Oui, Laurent, vas-y. Donc voilà, oui, merci de me donner la parole. Merci pour cet éclairage que vous nous avez amené là sur cet audit. Moi, je voulais revenir sur une chose, il me semble importante, c'est qu'aujourd'hui, donc, cet audit fait l'état d'une situation pour l'année 2025, donc qui donne quand même un état qui n'est pas trop mauvais, hein, c'est ce que vous avez dit, puisque on s'aperçoit des excédents qu'il a pu y avoir. Je crois qu'en suivant cette assemblée, vous allez pouvoir voter tout ce qui est compte administratif, qui va donner en fait la possibilité et vous donner exactement ce qui va vous rester à la fin de l'année 2025 dans votre capacité justement d'investissement ou de paiement de la dette. Donc moi, ce que j'ai relevé dans ce compte administratif qui vient un peu être dans le sens de ce que vous avez donné, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous êtes un professionnel plus aguerri que moi, mais que les comptes administratifs dont vous avez parlé
font état de 10 millions d'euros de bénéfices et que la dette, en effet, comme vous l'avez dit, est de 40 millions d'euros. Donc aujourd'hui, si on calcule en capacité de désendettement, si aujourd'hui vous restez sur le fonctionnement, bien sûr, après il y aura vos arbitrages, on est bien d'accord, mais si aujourd'hui on reste sur le fonctionnement qui est celui qui a été mené jusqu'à présent, on pourrait dire qu'en 4 ans, puisqu'il y a 10 millions d'euros de bénéfices, la dette pourrait être absorbée. Alors après, bien sûr, c'est vous-même qui l'avez dit, ce seront des arbitrages que vous pourrez faire tout au long de votre mandat et qui vous permettront très certainement ou d'assurer ou d'aller d'une autre manière. Merci. Alors, j'apporte juste une petite précision. Effectivement, donc on a à fin 2025 40 millions d'euros de dettes et environ 9 millions d'euros, tout budget confondu, d'excédent global de clôture. L'excédent global de clôture, il faut bien comprendre que c'est le cumul de toutes les années depuis le début. C'est-à-dire qu'une fois que c'est consommé, vous n'en disposez plus. Donc, on ne peut pas vraiment rapprocher l'excédent global de clôture de l'encours de dette. D'autant plus que c'est une forme, si vous voulez, si je reprends l'analogie du particulier là, que j'évoquais tout à l'heure, un salaire, des charges, etc., c'est quelque part une mesure de ce qui reste sur votre compte en banque dans un monde idéal où toutes les recettes ont été encaissées et toutes les dépenses sont payées. Donc, on va plutôt l'approcher avec l'angle de la trésorerie. Et il s'avère que 10 millions d'euros, ça va représenter à peu près entre 3 et 4 mois de dépenses de fonctionnement de l'ensemble des budgets de la commune. Donc en fait, on s'aperçoit que ça permet d'être un petit peu au-dessus des ratios qu'on prend en général en prudence à ce niveau-là, mais que c'est quand même pas non plus très excédentaire par rapport à une vision de prudence qui consisterait à se dire qu'on débute l'année avec 2 mois de dépenses, par exemple, en trésorerie. Donc du coup, on ne peut pas défalquer l'intégralité des 10 millions d'euros de l'encours de dette. On peut certes en défalquer effectivement une partie en se disant qu'on peut faire du remboursement anticipé, mais du remboursement anticipé amène des pénalités financières par ailleurs. Donc c'est pour ça que souvent on ne met pas en lien les deux et qu'on va plutôt mettre en lien les 40 millions de dettes avec la marge qui est dégagée, c'est-à-dire globalement 3 millions d'euros de marge dégagée. Et c'est là qu'on arrive à l'inverse à une capacité de désendettement beaucoup plus dégradée parce que c'est véritablement la marge qui est dégagée chaque année, donc les recettes qui reviennent chaque année et qui permettent de rembourser la dette. Donc voilà, juste cette petite précision. On ne peut pas vraiment mettre la dette et le résultat de clôture en parallèle, parce que le résultat de clôture, en réalité, faut plutôt l'appréhender sous l'angle de la marge que j'ai en trésorerie pour débuter l'année. Oui, bien sûr, on aura des dépenses, vous aurez des dépenses très certainement, mais il y a aussi des recettes qui viendront de toute manière s'ajouter à cette somme qui est sur de la trésorerie, comme vous le dites. Bien sûr, et c'est Voilà. là que ça amène les 3 millions d'euros de marge, donc d'où le calcul de capacité. Merci. Merci. On va largement continuer à développer les budgets en suivant pour le conseil municipal. Donc, Monsieur Notz, je réitère mes remerciements. C'est vrai que voilà, c'était une volonté de notre part de démarrer ce mandat avec cet état des lieux qui va nous permettre de savoir voilà, sur quoi doivent porter nos arbitrages. Effectivement, on comprend qu'il va y en avoir besoin en tout cas. Et nous allons pouvoir commencer voilà, le conseil municipal en tant que tel dans 5 petites minutes quand j'aurai le feu vert de la technique. Merci.